Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient de toi sur vous. Aujourd'hui, ce que vous allez voir n'est pas une simple vidéo. C'est un cri du cœur, un appel historique, un acte de mémoire et de vérité. C'est la voix d'un continent trop longtemps réduit au silence, qui se lève pour réclamer ce qui lui revient de droit. Car ce jour-là, ce n'est pas un tweet qui a déclenché la tempête. C'est une phrase, une interpellation, une vérité nue. France, rends ce que tu as volé. Ces mots ne sont pas lancés au hasard. Ils résonnent dans les palais pillés du Bénin, dans les mines du Niger, dans les mémoires des anciens colonisés. Ils traversent les siècles, du temps des conquêtes coloniales à celui des accords post-coloniaux inégaux. Mais que réclame-t-on exactement? Des œuvres d'art enfermées dans des musées français? Des richesses naturelles exploitées sans partage? Une reconnaissance sincère, suivie de réparations concrètes? Voici, France, rends ce que tu as volé. Un face-à-face entre mémoire et déni, entre restitution et résistance, entre l'Afrique d'hier et celle qui construit son avenir aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une affaire de patrimoine. Ce n'est pas un débat réservé aux historiens. C'est un combat pour la dignité, pour la justice, pour la souveraineté. Si tu veux comprendre pourquoi cette phrase bouleverse l'ordre établi, si tu refuses que notre histoire soit racontée à notre place, si tu crois que l'Afrique a le droit d'exiger et non de quémander, alors abonne-toi, commente, partage. Parce que ce combat est plus qu'un rappel du passé. C'est une exigence d'avenir, un acte de réveil, une affirmation de puissance. Bienvenue dans cette analyse. L'heure est venue de parler clair. L'Afrique demande des comptes, et cette fois, elle ne se taira pas. France, rends ce que tu as volé. Ce cri, de plus en plus entendu dans les rues d'Afrique comme dans les grandes tribunes internationales, n'est pas une simple provocation. Il résonne comme un appel à la justice, à la mémoire et à la réparation. De Dakar à Ouagadougou, de Bamako à Cotonou, les peuples africains réclament aujourd'hui que la France reconnaisse et corrige les pillages opérés durant la période coloniale. Pendant des décennies, les puissances européennes, et en particulier la France, ont exploité les ressources naturelles, économiques et culturelles du continent africain. Mais aujourd'hui, ce passé ne peut plus être ignoré. Des voix s'élèvent pour exiger la restitution des trésors culturels volés, la fin de l'héritage monétaire toxique du franc CFA et une remise à plat des relations néocoloniales qui perdurent. Que signifie réellement cette phrase « Rends ce que tu as volé » ? S'agit-il seulement d'objets d'art entassés dans les musées parisiens, ou aussi d'une dette morale, d'un vol d'identité, de souveraineté, de dignité? Pourquoi cette revendication prend-elle aujourd'hui une telle ampleur? Pourquoi tant de jeunes Africains, leaders politiques ou citoyens, la portent-ils avec autant de force et de conviction? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette problématique brûlante. Nous reviendrons sur l'histoire du pillage colonial, mettrons en lumière les spoliations concrètes subies par les pays africains, donnerons la parole à ceux qui réclament réparation et analyserons les réponses ou les silences de la France. Car l'heure n'est plus à l'oubli. L'heure est à la vérité. L'expansion coloniale française en Afrique commence véritablement au XIXe siècle, dans le sillage des grandes conquêtes impérialistes européennes. À partir de 1830, avec la conquête de l'Algérie, la France étend progressivement son emprise sur de vastes territoires africains, jusqu'à constituer l'un des plus grands empires coloniaux du monde. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, près de 20 millions d'Africains vivaient sous domination française dans des régions aussi diverses que l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, l'Afrique équatoriale, Tchad, Congo, Gabon, Madagascar, Djibouti ou encore le Maghreb.
Mais cette domination n'avait rien de bienveillant. Elle reposait sur l'exploitation brutale des ressources naturelles, or du Mali, uranium du Niger, pétrole du Gabon, cacao de Côte d'Ivoire, coton du Tchad, bois précieux du Congo. Les colonies françaises n'étaient pas vues comme des partenaires, mais comme des réservoirs de matières premières destinés à enrichir la métropole. Les populations locales, elles, étaient souvent réquisitionnées pour travailler de force dans les plantations, les mines ou les chantiers coloniaux. À côté de cette prédation économique, un pillage culturel massif a été perpétré. Des milliers d'œuvres d'art, de statues, de masques, d'objets rituels, et même de restes humains ont été arrachés à leur terre d'origine pour finir dans les musées et collections privées en France. Des manuscrits anciens, des objets sacrés et des symboles royaux comme les trésors du royaume d'Abomey ont été volés, parfois en plein acte de guerre ou de répression militaire. La colonisation s'est accompagnée d'une logique de domination totale, linguistique, éducative, juridique, politique. Les peuples colonisés étaient considérés comme inférieurs, à civiliser selon les termes de l'idéologie coloniale. On leur a imposé la langue, les lois et les valeurs de l'occupant tout en niant leur propre histoire, leur savoir et leur humanité. Des voix africaines, dès cette époque, ont dénoncé avec force cette entreprise de dépossession. Le malgache Jean Ralemongo, le sénégalais Blaise Diagne, ou plus tard les grands panafricanistes comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba ou encore Thomas Sankara ont accusé l'impérialisme français d'avoir asservi l'Afrique sous couvert de civilisation. En 1997, Sankara résumait avec lucidité la logique coloniale. Le colonisateur est venu avec la Bible et la promesse du paradis. Mais il a pris la terre, l'or, les diamants, pendant qu'il nous laissait la croix. Ce passé n'est pas oublié. Il est le socle des revendications actuelles, car tant que les plaies du pillage colonial ne seront pas reconnues et soignées, elles continueront de saigner dans la mémoire des peuples africains. Le pillage des trésors culturels africains. Le pillage culturel fait partie des blessures les plus profondes de la colonisation. En Afrique, il ne s'est pas limité à la saisie d'objets précieux. Il a été une attaque systématique contre la mémoire, les croyances, l'identité des peuples. Dans chaque royaume conquis, les troupes françaises ont emporté des centaines d'objets. Trônes royaux, statues sacrées, masques initiatiques, instruments de culte, ornements funéraires, armes cérémonielles, manuscrits anciens. Ces trésors ne sont pas de simples œuvres d'art, ils sont les témoins vivants de civilisations entières. Prenons le cas du Bénin. Lors du sac du palais d'Abomey en 1892, les troupes du général Dodds emportent des centaines d'objets du royaume du Dahomey. Trônes, hôtels royaux, statues et reliques religieuses sont transportées en France. Une grande partie de ces pièces se retrouve aujourd'hui dans les collections publiques françaises, notamment au musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris. Au Mali, les manuscrits anciens de Tombouctou, témoins d'un âge d'or savant et spirituel, ont été dispersés ou détruits, bien que certains aient été protégés par les populations locales. Au Tchad ou au Sénégal, ce sont des objets totémiques, des tambours royaux, des amulettes et masques qui ont été arrachés à leur lieu d'origine. Face à cette dépossession, des résistances ont existé. Des chefs africains ont tenté de cacher leurs trésors, de les enfouir, de les protéger. Certains ont refusé de livrer les clés de leur patrimoine aux envahisseurs, malgré les menaces et les violences. Ce fut le cas de Béhanzine, roi du Dahomey, qui refusa de céder son trône et ses symboles royaux jusqu'à son exil. Aujourd'hui, des voix africaines s'élèvent pour dénoncer ce vol institutionnalisé. Des conservateurs, chercheurs, historiens, militants culturels africains réclament avec vigueur la restitution des objets pillés.
le béninois Felwine Sarr et le français Bénédicte Savoy ont remis en 2018 un rapport commandé par Emmanuel Macron, dans lequel ils estiment que plus de 90% du patrimoine africain est conservé hors du continent, principalement en Europe. Ce rapport a ouvert un débat intense. Certains musées en France, comme le Quai Branly, résistent à la restitution au nom de la préservation ou de l'universalité de la culture. D'autres institutions commencent timidement à collaborer. En 2021, 26 œuvres ont été rendues au Bénin, un geste symbolique, mais très insuffisant au regard de l'ampleur du pillage. Le cœur de ce débat n'est pas seulement juridique ou logistique, il est profondément éthique. Ces objets appartiennent aux peuples africains. Ils portent une mémoire que nul musée étranger ne peut reconstituer. Les restituer, ce n'est pas seulement rendre des biens, c'est reconnaître une injustice et restaurer une dignité volée. L'exploitation économique et monétaire post-coloniale. L'indépendance politique n'a pas marqué la fin de la domination. Au lendemain des indépendances, les anciennes colonies françaises d'Afrique sont restées liées à la France par un ensemble d'accords économiques, militaires, diplomatiques et monétaires qui ont perpétué une forme de dépendance. C'est ce que beaucoup appellent aujourd'hui la France-Afrique. Parmi les outils les plus puissants de cette domination post-coloniale, le franc CFA incarne, aux yeux de nombreux Africains, une souveraineté confisquée. Créé en 1945, le franc CFA signifie à l'origine « franc des colonies françaises d'Afrique ». Aujourd'hui, deux monnaies issues de ce système existent encore. Le franc de la BCEAO, Afrique de l'Ouest, et celui de la BEAC, Afrique centrale. Ces monnaies, garanties par le Trésor français, sont arrimées à l'euro. En apparence, cette stabilité peut sembler avantageuse. Mais en réalité, elle limite considérablement la capacité des États africains à conduire une politique monétaire indépendante. Pire encore, une partie de leurs réserves de change est encore déposée auprès du Trésor public français, ce qui nourrit un sentiment d'aliénation économique. De nombreux économistes africains dénoncent ce système comme néocolonial. L'économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla parle d'un instrument de contrôle qui empêche les pays africains de se développer selon leurs propres intérêts. Le Togolais Kako Nubukpo, ancien ministre, va plus loin. Le franc CFA est une camisole de force économique. Il faut en sortir pour respirer. Au-delà de la monnaie, les accords de coopération économique signés après les indépendances ont souvent été conçus à l'avantage de la France. Des clauses privilégiant les entreprises françaises, des monopoles dans certains secteurs clés, des contrats de longue durée verrouillant les ressources africaines au profit d'intérêts hexagonaux. Ces accords ont renforcé une situation où les matières premières africaines sont exploitées à bas coût, transformées à l'étranger, puis revendues à prix fort aux pays mêmes qui les ont produites. Prenons l'exemple de l'uranium du Niger. Ce pays, l'un des plus pauvres au monde, alimente depuis des décennies les centrales nucléaires françaises via la société Orano, ex-Areva. Pourtant, les revenus issus de cette exploitation sont dérisoires pour le Niger. Pendant des années, des ONG et économistes ont dénoncé des contrats déséquilibrés, un manque de transparence et l'absence de retombées économiques pour les populations locales. Une situation similaire se retrouve dans l'exploitation du bois au Gabon, du pétrole au Congo, ou encore du coton au Tchad. Ces pratiques rappellent une continuité coloniale à peine déguisée. Les élites africaines, parfois complices, ont souvent été mises en place ou soutenues par des réseaux d'influence français pour maintenir ce système. Mais depuis quelques années, les choses changent. Des voix s'élèvent, des peuples se mobilisent, des dirigeants remettent en cause ces relations déséquilibrées. Car l'Afrique ne veut plus être un réservoir de matières premières.
Elle réclame le droit à la transformation locale, à l'industrialisation, à une vraie souveraineté économique. Le franc CFA, les contrats léonins, les dépendances imposées, tout cela est aujourd'hui remis en cause. Non pas par hostilité, mais par exigence de justice. Car l'indépendance réelle ne peut exister sans indépendance économique. La voix des leaders africains contemporains, face à des décennies de domination, d'exploitation et de mépris, des voix africaines se sont levées, portées par des leaders décidés à briser le silence et à réclamer justice. Certains sont devenus des icônes, non pas par leur longévité au pouvoir, mais par la puissance de leurs paroles et le courage de leurs actes. Ces voix, anciennes et nouvelles, résonnent aujourd'hui dans toute l'Afrique et bien au-delà. Patrice Lumumba, le premier Premier ministre du Congo indépendant, fut l'un des premiers à dénoncer frontalement la brutalité coloniale. Devant le roi des Belges, en 1960, il déclara « Nous ne sommes plus vos singes, nous ne voulons plus être humiliés ». Il fut assassiné quelques mois plus tard avec la complicité de puissances occidentales. Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987, incarna une rupture radicale. Il dénonçait la dette comme un instrument de domination moderne, appelait à la souveraineté économique et encourageait la production locale. Il fut assassiné dans des conditions troubles après avoir déclaré « Celui qui vous nourrit vous contrôle ». Aujourd'hui, une nouvelle génération de dirigeants prend le relais. Mamadi Doumbouya, en Guinée, ou Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, tiennent des discours de plus en plus affirmés contre le néocolonialisme. Lors de l'Assemblée générale de l'ONU en 2023, Doumbouya a affirmé « Nous ne voulons plus de leçons, nous ne voulons plus tendre la main, nous voulons être respectés ». De son côté, Ibrahim Traoré dénonce régulièrement la confiscation des richesses africaines par des puissances étrangères et appelle à un sursaut panafricain. Ces discours résonnent particulièrement auprès de la jeunesse africaine qui représente plus de 60% de la population du continent. Elle les est connectée, éduquée, consciente des enjeux historiques. Sur les réseaux sociaux, dans les universités, dans les rues, les jeunes réclament la fin des accords néocoloniaux, la restitution des biens culturels et une relation d'égal à égal avec le reste du monde. Des mouvements comme Urgence panafricaniste, Y en a marre ou Ballet citoyen catalysent cette énergie nouvelle, refusant l'amnésie et l'injustice. Au cœur de ces prises de parole, une revendication revient sans cesse. La justice mémorielle et matérielle. Il ne s'agit pas seulement de rappeler les crimes du passé, mais d'en tirer les conséquences concrètes. Cela implique la restitution des biens volés, la fin des instruments économiques de contrôle et la reconnaissance officielle des torts subis. Ces leaders, qu'ils soient au pouvoir ou dans la rue, posent une question simple mais fondamentale. Quand la France rendra-t-elle vraiment ce qu'elle a pris? Où en est-on aujourd'hui? Les initiatives de restitution. Depuis quelques années, la question de la restitution des biens culturels africains pillés pendant la colonisation est revenue au centre du débat public. Sous la pression des intellectuels, des gouvernements africains et d'une opinion de plus en plus mobilisée, la France a été contrainte de faire évoluer sa position. En 2017, lors d'un discours à l'université de Ouagadougou, Emmanuel Macron s'engage publiquement à restituer le patrimoine africain présent dans les musées français. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement en collection privée et musée européen. Cette déclaration marque une rupture symbolique. Pour la première fois, un chef d'État français reconnaît la légitimité de cette revendication. Dans la foulée, le rapport Sarr-Savoy, commandé par l'Élysée et publié en 2018, préconise la restitution d'objets volés pendant la colonisation si les pays d'origine en font la demande.
Ce rapport fait l'effet d'une bombe dans le monde muséal. Il chiffre à 90% le patrimoine africain conservé hors du continent, principalement en Europe. En 2021, la France restitue 26 œuvres au Bénin, issues du palais d'Abomey. Ce geste est salué comme une avancée, mais aussi critiqué comme symbolique et insuffisant. Car au total, ce sont plus de 80 000 objets africains qui se trouvent dans les collections publiques françaises, dont plus de 70 000 au seul musée du Quai Branly. Malgré les annonces, le scepticisme demeure fort. Les restitutions se font au compte-gouttes et les conditions posées par la France, comme la conservation temporaire ou le refus d'une restitution en pleine propriété, suscitent la méfiance. Certains responsables africains parlent de restitution sous tutelle. Les obstacles sont nombreux. Juridiques, le Code du patrimoine français interdit en principe de retirer des œuvres des collections nationales. Politique, crainte d'un précédent. Logistique, manque de structures muséales dans certains pays africains, selon les autorités françaises. Mais pour beaucoup, ces justifications masquent une volonté de conserver le contrôle. Face à ces lenteurs, la pression populaire et médiatique joue un rôle clé. Les campagnes sur les réseaux sociaux, les documentaires, les enquêtes journalistiques et les mobilisations d'activistes ont contribué à mettre les États occidentaux face à leurs responsabilités. La jeunesse africaine, les intellectuels et certains artistes font entendre leur voix avec clarté. Le temps des réparations ne peut plus être repoussé. Vers un nouveau rapport, Afrique-France, la relation entre l'Afrique et la France est à un tournant historique. Longtemps marquée par la domination, la dépendance et la méfiance, elle est aujourd'hui remise en cause avec une force inédite. La question qui se pose est simple. Vers quoi allons-nous? Rupture totale? Rééquilibrage? Coopération nouvelle? Dans plusieurs pays africains, le rejet de la France-Afrique est devenu un cri de ralliement. Ce terme symbolise une relation toxique, marquée par le paternalisme, l'ingérence politique, la prédation économique. Aujourd'hui, de nombreux Africains, citoyens, intellectuels, dirigeants, ne veulent plus de cette relation asymétrique. Ils exigent le respect, l'égalité, la souveraineté. Face à cette évolution, 3 scénarios se dessinent. Le premier est celui de la rupture, comme l'ont amorcé certains pays. Mali, Burkina Faso, Niger. Expulsion des troupes françaises, dénonciation des accords militaires, rapprochement avec d'autres puissances. C'est un signal fort. L'Afrique affirme qu'elle peut choisir ses partenaires, sans tutelle. Le deuxième scénario est celui du rééquilibrage. Certains pays restent liés à la France, mais veulent redéfinir les termes du partenariat. Plus de transparence, d'investissements utiles, de respect mutuel. Cela suppose que la France accepte de perdre ses privilèges historiques pour bâtir une relation plus juste. Enfin, le scénario idéal mais exigeant est celui d'une coopération équitable. Une Afrique forte, souveraine, qui traite d'égal à égal avec la France, en dehors des logiques de domination. Cela implique des choix politiques courageux, des réformes profondes et une écoute sincère. Cette redéfinition se joue dans un contexte international en mutation. L'influence de la Chine, de la Russie, de la Turquie, des pays du Golfe s'accroît. Ces puissances proposent d'autres modèles, souvent plus pragmatiques, parfois opportunistes. Ce jeu d'équilibre met fin au monopole français. L'Afrique n'est plus une chasse gardée. Mais quelle relation les Africains veulent-ils vraiment avec le reste du monde? Une relation fondée sur la dignité, le respect de la souveraineté et l'intérêt mutuel. Ils ne cherchent pas un nouveau maître, mais de nouveaux partenariats. Ils veulent bâtir l'avenir sur les ruines du passé, sans oublier,
mais sans se laisser enfermer non plus. Le défi est immense. Mais l'espoir est réel, celui d'un continent debout, maître de ses ressources, de sa culture, de son destin. Ce cri « France, rends ce que tu as volé » n'est pas un slogan vide. C'est un appel à la justice, à la mémoire, à la réparation. Il ne s'agit pas seulement de récupérer des statues, des manuscrits ou des ressources pillées. Il s'agit de rétablir une dignité volée, de reconnaître une histoire trop souvent falsifiée et de poser les bases d'un futur fondé sur l'égalité et le respect. L'urgence est morale, car aucune relation saine ne peut se construire sur le déni. Elle est politique, car les peuples africains n'attendent plus. Ils exigent des actes, pas des promesses. Restituer les biens culturels, revoir les accords économiques inéquitables, la revendication « France, rends ce que tu as volé » n'est pas une simple phrase de colère. C'est un appel historique, un cri de justice, une exigence de réparation, la revendication « France, rends ce que tu as volé » n'est pas une simple phrase de colère. C'est un appel historique, un cri de justice, une exigence de réparation. Tout au long de cette vidéo, nous avons revisité l'histoire coloniale, exposé les pillages culturels et économiques, analysé les mécanismes néocoloniaux toujours à l'œuvre, et donné la parole à ceux qui, en Afrique, refusent de l'oubli. Non, ce n'est pas du passé. Les œuvres sont toujours dans les musées. Les contrats injustes sont toujours signés. Le franc CFA est toujours en circulation. Et l'ombre du colonialisme plane encore sur nos économies, nos institutions, notre dignité. Ce combat ne concerne pas seulement les gouvernements. Il est l'affaire de tous les Africains, de la diaspora et de tous ceux qui croient dans un monde juste. Ce combat est moral, historique, politique. La France doit rendre, pas uniquement les objets, mais aussi la place, la voix, la mémoire et le respect. L'Afrique doit réclamer, avec fermeté mais sans haine, avec intelligence mais sans compromission. Nous ne voulons pas la charité, nous voulons la justice. Nous ne demandons pas la permission, nous exigeons la réparation. Et demain, ce non à l'injustice doit devenir un oui. Oui à la souveraineté économique. Oui à la restitution des trésors volés. Oui à une Afrique qui connaît son histoire, qui défend ses richesses et qui construit son avenir sans tutelle. Ce que vous venez de voir n'est pas une conclusion. C'est un appel, un début, un engagement. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons de solutions, de libération économique, de souveraineté culturelle. Et surtout, d'une Afrique debout. Abonnez-vous, commentez, partagez, parce que cette fois, c'est nous qui écrivons l'histoire. Qu'Allah guide nos pas, fortifie nos volontés, unisse nos peuples, qu'il accorde à l'Afrique la justice, la mémoire et la paix. Amin, Ya Rabb al-Alamin.